Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 1er février 2026. On s'en est pris plein la gueule hier avec ces révélations du dossier Epstein qui sortaient. Et donc, encore une fois, j'ai dû déplacer le Web Journal que je voulais faire et on va procéder à une analyse de ce qui est sorti dans les dossiers. Donc, ça ne sera peut-être pas un super long Web Journal, mais je ne peux pas faire des miracles en moins de 24 heures, encore une fois. L'administration Trump, évidemment, est dans l'eau chaude. C'est pas moi qui le dis, c'est TVA Nouvelles. Affaire Epstein, ça va coller à la peau de Donald Trump. La divulgation de plus de 3 millions de pages. Là, on est juste ça fait 24 heures. Il y a plein de choses qui vont sortir. Là. 2000 vidéos et de 180 000 images liées à l'affaire Epstein a provoqué une nouvelle onde de choc vendredi aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Pourquoi les médias en parlent? Évidemment, parce que évidemment, ça éclabousse Trump, comme il dit. On comprend tout le processus de Trump qui se met dans des situations difficiles pour que les médias en parlent. J'avais expliqué tout ça avec Kellyanne Conway qui avait mis les pieds sur le divan pour on fait une bourde pour que les médias en parlent, etc. Là, si ça concerne Trump, si Trump est dans l'eau chaude, les médias vont en parler. Parce que l'approche avant que Trump revienne sur la scène, là, avant son deuxième mandat, c'était ça ici, c'était 2016-2020. Trump, Epstein, c'était une théorie de la conspiration. Et c'était comme avec Pizzagate, là, c'est ce que disait... il y en a plein, là, on m'a envoyé ce clip-là là, récemment, je ne vais pas vous le montrer, mais c'était un clip de 2020 où Don Lemon, celui qui s'est fait arrêter au Minnesota, le journaliste de CNN, qui s'est fait arrêter au Minnesota parce que c'est pas un journaliste, c'est un militant qui a été crashé un service religieux dans une église, briser la paix, etc. S'est fait arrêter, mais ça se disait en 2020 déjà que c'est ça. La stratégie des médias, c'était de mettre Epstein avec le Pizzagate puis de nier tout ça. Or, maintenant, ils ne le font plus. Ils ne le font plus parce que Trump a provoqué l'effet Streisand. N'allez pas voir ce qu'il y a dans le dossier Epstein. Et là, tout ça a attiré les... Et là, c'est une troisième batch, je pense, qui est sortie. Tout le monde disait qu'il n'allait pas le faire, mais il le fait quand même. Hein. C'est même pas l'entièreté du dossier. Là. Attendez que ça devienne croustillant. Mais là, c'est ça, ils sortent une nouvelle. Et là, on en parle encore, les médias en parlent encore parce que c'est, évidemment, là, c'est Trump qui est accusé. Il y a comme des dizaines de jeunes filles qui l'accusent de viol. Là, imaginez, là, c'est comme... Je vais devoir aller défendre ça au Web Journal. Non, pas du tout. C'est pas si pire que ça, mais on sent quand même la pression. C'est un peu comme dans les combats dans Battlestar Galactica. On sent que l'administration Trump est sous attaque. Et là, tous les journalistes se frottent les mains, tous les anti-Trump se frottent les mains, etc. Mais Trump, on l'a déjà expliqué, il a publié cette image-là de Rocky qui nous explique que c'est toujours lui qui il prend des coups, il prend des coups, puis au dernier round, c'est lui qui frappe et c'est lui qui a le dernier mot. C'est toujours comme ça qu'il opère, n'est-ce pas? Prenez la dernière campagne avec Kamala Harris. Durant toute la campagne, c'était il va perdre Kamala Harris, la nouvelle sauveuse, etc. Trump est dans les câbles, et puis à la fin, paf, et c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et ça va être la même chose avec ça ici. Et c'est ce qu'on appelle... c'est ce qu'on a expliqué dans la question du Obamagate, du Russiagate aussi, là, etc., etc. Et c'est ce qu'on appelle aussi l'effet miroir. Rappelez-vous ce que j'ai expliqué sur l'effet miroir. Pour comprendre un peu ce qui se passe, là, il faut avoir suivi les web journaux de Radio-Québec, malheureusement. Quand les gens arrivent tard sur les explications, ça a un petit peu moins de sens, mais là, c'est lui qui est dans l'eau chaude et après ça, l'effet miroir, c'est un peu ça. Hein, rappelez-vous, c'est le mugshot et puis après ça, ça se retourne. Éventuellement, ça va être un autre président qui va se retrouver accusé et puis... donc, c'est ce que je vous avais expliqué dans le web journal, l'effet miroir. Mais on va aller voir ça, on va aller voir les courriels aujourd'hui. Comme je dis, ils s'en frottent les mains parce que l'État profond avait déjà placé
Plusieurs pions, notamment, il avait été condamné pour l'agression sexuelle. C'est pas un violeur, j'ai marqué violeur condamné. Vous voyez, je suis comme moi-même tombé dans la propagande médiatique. C'est agression sexuelle, c'est pas. On va en parler de Jean Carroll ici. Mais donc, il y avait comme l'État profond a, depuis 2016, place ses pions pour présenter Trump comme un violeur, etc. Et donc, tout ça fait comme il ne faut pas le nier, là, un effet boule de neige à ça, de sorte que c'est toujours de plus en plus crédible. Ça va avec le grab them by the pussy. C'est comme, mais tout le monde le sait, ça. Grab them by the pussy. Demandez à Brad Pitt, il va vous dire la même chose. Là. Brad Pitt arrive dans un party, puis les filles se lancent sur lui, puis hein, they let him grab them by the pussy. C'est-à-dire, tu peux faire ce que tu veux avec la fille, elle s'offre, puis c'est ça que c'était, puis c'était pas une déclaration publique, mais ce que je veux dire, c'est que ça, oui, il y a effectivement cet effet boule de neige, mais on va voir finalement ce qui est sorti directement. Et après ça, dans la partie 2, on va voir Trump compromis et contrôlé. Ça veut dire que si les allégations sont vraies et que Trump est un violeur en série, comme le supposent plusieurs personnes à gauche, eh bien, Trump est effectivement contrôlé par le Mossad. Et là, ça rejoint encore une fois, tout est lié. Là. C'est plus juste ceux qui ont un problème avec Trump, c'est aussi genre, ça rejoint la mouvance Pierre Hilard, là, Trump est contrôlé par le Mossad, comment ça s'appelle, Rémi de Juste Milieu, Jean-Dominique Michel, etc., etc. Et donc, on va devoir faire ça. Trump compromis et contrôlé par le Mossad. S'il a effectivement violé des filles avec Jeffrey Epstein, il y a des vidéos de lui et il est contrôlé par le Mossad parce qu'il ne voudrait surtout pas que les vidéos... Et même si Trump contrôle le FBI et le département de la justice là, pour empêcher la sortie des vidéos, mais les vidéos ont déjà été envoyées en Israël là, en 2000, avant qu'il se fasse arrêter, les vidéos ont déjà été envoyées en Israël et donc sont en sécurité. Ils peuvent sortir à n'importe quel moment les vidéos compromettant sur Trump. Vous comprenez? Si Trump a réellement violé des jeunes filles avec Jeffrey Epstein, là, les vidéos sont là. Israël a les vidéos et font chanter Trump. Et c'est la théorie de Jean-Dominique Michel, Pierre Hilard. Ben, je ne sais pas s'ils ont dit ça explicitement, mais c'est dans la mouvance idéologique de ces gens-là. Et donc, on va voir si, si la théorie d'un Trump contrôlé par le Mossad colle avec la géopolitique du début du 21e siècle. Et donc, c'est ça. Ça, c'est en deuxième partie. Mais avant de... C'est ça. Donc, allons-y tout de suite avec les courriels. Premièrement, Trump a dit dans un avion, je pense que c'était hier, qu'il allait poursuivre Michael Wolff. Parce que Michael Wolff, le journaliste Michael Wolff, qui a écrit le livre Fire and Fury, c'est lui qui a dit qu'il y avait une chicane entre Trump et Steve Bannon, alors que c'est la première fausse chicane que j'ai expliquée, là. Mais il s'était fait avoir. Mais Michael Wolff, c'était pas celui, il voulait avoir Trump et c'était pas le seul qui Michael Wolff voulait avoir Trump, voulait coincer Trump. Et après ça, il y a eu, comment ça s'appelle, Bob Woodward avec son livre Fire. Et j'ai expliqué à plusieurs reprises comment Trump l'a invité à la Maison-Blanche et comment, genre, ils ont géré les perceptions et lui ont fourni des fausses informations, etc. Et il a eu l'air ridicule quand il a fait la tournée des podcasts, des émissions de télévision où on lui demandait: as-tu des preuves de ce que tu avances? C'était toujours des trucs de seconde main. J'ai entendu dire qu'une personne a dit qu'elle avait entendu que, etc. Finalement, il a eu l'air ridicule. Et Trump va le poursuivre, ainsi que la succession Epstein, parce que l'objectif de Michael Wolff, c'était effectivement, dans les courriels qui sont sortis, là, on se rend compte que l'objectif de Michael Wolff, c'était de coincer Trump. C'était de lui faire mal politiquement, etc. Et il est allé interviewer, Michael Wolff est allé interviewer Jeffrey Epstein. Et dans les interviews de Jeffrey Epstein, on en avait déjà parlé, je pense, il y a quelques mois quand c'était sorti. Jeffrey Epstein avait bien affirmé Trump n'avait jamais eu un massage et qu'on avait expliqué que Jeffrey Epstein pensait que c'était Trump qui l'avait dénoncé au FBI et Jeffrey Epstein en voulait à Trump et voulait se prendre sa revanche contre Trump parce que c'est Trump qui avait donné les informations au FBI et il avait aussi collaboré avec l'enquête des victimes de Bradley Edwards.
Rappelez-vous tout ça, là, tout ce qu'on avait expliqué sur Virginia Giuffre qui avait dit elle n'avait jamais vu Trump faire quelque chose d'inapproprié. Les victimes de Jeffrey Epstein qui avaient dit que Trump n'avait jamais vu Trump n'avait jamais fait quelque chose d'inapproprié. Donc, les journaux avaient dit la même chose. Il y avait aussi Bradley Edwards, l'avocat des victimes, David Schoen, l'avocat du coupable, Jeffrey Epstein, qui a dit que Jeffrey Epstein n'avait rien sur Trump. Trump n'avait jamais fait quelque chose de répréhensible. Et il y a Jeffrey Epstein qui le dit ici dans sa lettre à Michael Wolff. Les deux ont eu une correspondance parce que Michael Wolff correspondait avec Epstein. Il voulait coincer Trump. Hein, il le dit, je pense, ici. C'est-tu ici? C'est ça. De Michael Wolff à Jeffrey Epstein. There's an opportunity to come forward this week and talk about Trump in such a way that could garner you sympathy and help finish him. Interested? Donc, il lui écrit en lui disant, il y a une occasion cette semaine, on a une occasion unique de pouvoir rétablir ton image et détruire celle de Trump. Est-ce que tu es intéressé? Et c'est pour ça que Trump dit qu'il va poursuivre Michael Wolff. Donc, l'objectif de Michael Wolff, c'était de détruire l'image de Trump. Mais Jeffrey Epstein lui dit ici, dans sa lettre, dans son courriel de retour, que Trump n'a jamais eu un massage, qu'il n'y a jamais eu il n'a jamais eu un massage, il n'y a jamais eu de malversation de la part de Trump. Et la même chose pour Ghislaine Maxwell qui avait répondu exactement la même chose. Donc, ça, c'est Jeffrey Epstein juste avant qu'il décède, vous comprenez? Alors qu'il était, il aurait voulu répliquer à Trump ou... Mais de toute façon, on a déjà expliqué ça. C'était unanime de la part de toutes les victimes, ceux qui ont perpétré les crimes, ceux qui ont subi les crimes, les victimes, les avocats de la défense, tout le monde dit Trump n'a rien à voir avec ça. Et donc, après ça, on va expliquer pourquoi. On va voir un peu ce qui en retourne avec toutes ces accusations. Donc, les accusations qui ont été produites dans les dossiers déclassifiés de Jeffrey Epstein proviennent pour la vaste majorité de la ligne de dénonciation du FBI, Report Federal Threats, Have You Experienced Witness Threats, etc. C'est 1-800-CALL FBI, 1-800 appelez FBI. Même chose ici, Report Public Corruption to the FBI, Hotline 505-889-1508. Et là, quand on lit ces trucs-là ici, c'est tout le monde et n'importe qui peut appeler pour dire « Je connais quelqu'un qui a été abusé par Donald Trump, etc. etc. » Donc, les petites madames qui sont allées manifester contre Trump, n'importe qui peut appeler pour dénoncer Trump le violeur. Et donc, c'est ça ici. La plupart des choses qu'on a ici, c'est de cette nature-là. Donc, c'est des trucs du FBI. Ce sont pour beaucoup d'entre elles si vous lisez, parce que vous devez lire évidemment les trucs, les gens sont venus me narguer en me collant des trucs comme ça sans lire ce qui m'envoyait. Et donc, on a souvent les agents du FBI ici qui, la réponse, c'est... j'ai laissé, par exemple, la personne laisse un message, elle a rapporté qu'un ami s'était fait violer par Donald Trump, et là, l'agent du FBI, lui, retourne, laisse 2 messages sur son répondeur, aucune réponse, donc aucun suivi. Ici, complaint was spoken to and deemed not credible. On lui a parlé et elle n'était pas crédible. Etc., etc. Donc, la plupart des trucs, c'est comme ça. Ce sont des listes de dénonciations contre Trump sur la ligne de dénonciation du FBI. Quand les agents du FBI font le retour d'appel, etc., c'est jugé non crédible. La personne est comme soit en boisson ou a des troubles psychotiques ou a un dossier criminel super chargé où ça ne correspond pas. Par exemple, on dit « j'ai été violé à Mar-a-Lago à telle date alors que Trump était en Écosse » ou etc., etc. Oui, ici, donc... c'était celui que je viens de vous montrer. Quand on regarde quand on passe à travers toutes ces déclarations, vous voyez, comme ici, celui-là, ici, ça c'était une plainte détaillée contre Trump, mais là, la personne a dit,
a dit que Trump l'avait violée, etc. Et puis il y avait aussi le prince Andrew de la famille royale britannique. Et puis là, la personne a dit qu'elle allait envoyer des emails pour corroborer ce qu'elle disait. Évidemment, elle n'a jamais envoyé de courriel. Ici, vous avez encore en dessous voicemail. Ici, le voicemail left, no response. On rappelle la personne qui fait la plainte, aucune réponse. Après, même chose pour celui d'en bas ici. Le no contacts made live Australia caller is in hotline not interested. No contacts made live in Australia. Impossible de recontacter la personne. Contact was made, but no contact information provided for actual victim. Donc, la personne ici, c'est un autre plaignante qui dit je connais une personne qui s'est fait violer par Trump, etc. Et quand le FBI rappelle, elle n'est pas capable de donner un nom, elle n'est pas capable de donner l'âge de la victime ou quoi que ce soit. Ouais, c'est comme. Donc, il y en a des dizaines comme ça. Ouais. No contacts made, previous tips, communication. La personne a dit elle a avoué à l'agent du FBI qu'elle était delusional, qu'elle avait des problèmes psychotiques, qu'elle avait de la misère à faire le contact, la différence entre la réalité et le rêve. Là, ici, vous l'avez en bas. Struggle with knowing what was a dream and what was reality, etc., etc. Ici, ça c'est le genre de truc. Le complainant was spoken to and deemed not credible. On a parlé à la plaignante et elle a dit que finalement, elle n'était pas crédible. Des recherches supplémentaires ont montré 3 incidents séparés impliquant la police. Et que la police a demandé, a fait requête pour une évaluation psychiatrique de la personne, etc. Donc, c'est ça. C'est la hotline du FBI et on peut imaginer que les personnes en état de psychose ou etc., ou des personnes qui ont envie de raconter n'importe quoi, juste salir Trump, les hystériques, là, les hystériques qui ont envie de salir Trump, là, on les voit crier partout, là, ben c'est ça. À un moment donné, tu t'écoutes du CNN, puis là, tout d'un coup, le temps ne peut plus. Tu écoutes l'affaire de Jean Carroll, l'autre folle qui a accusé Trump. Là. Et là, tu te dis, c'est assez, moi aussi, je vais faire une plainte. Alors que, et là, j'ai essayé de trouver des statistiques sur le nombre de plaintes qui sont finalement véridique dans ce genre de trucs-là, les lignes de. Et il y a très peu d'informations là-dessus. Et il y a cet article-là qui nous dit finalement que ce que les agents disent entre eux sur des forums comme Reddit, selon des témoignages recueillis auprès de professionnels des forces de l'ordre, jusqu'à 99 des signalements anonymes seraient faux ou motivés par des rancunes personnelles. Plutôt que des faits, cette estimation provient de discussions entre agents sur Reddit. Il ne s'agit pas d'une source validée par des pairs. Ce n'est pas une étude qui montre ça, là, mais c'est la seule estimation, pas de 99 Donc, les agents entre eux disent que la vaste majorité de ces accusations-là ne sont pas validées par les faits, ou c'est de la vengeance personnelle, ou c'est des troubles psychiatriques, etc., etc. Il y a 1 million d'appels par année sur la liste, sur la ligne du FBI. Quand quelqu'un sollicite, mobilise des passions comme Trump, vous pouvez imaginer le genre de truc qu'on reçoit, surtout quand les médias nous présentent comme un violeur. Et là, vous allez dire, oui, mais sur 50 plaintes, Alexis, il y a quand même probablement une qui est comme, tu sais, qui est peut-être vraie, ou etc., etc. Et là, malgré le fait qu'encore une fois que tout le monde a dit que Trump n'avait rien à voir avec tout ça, les victimes et tout, là on est entre 2016 et 2020, dans le premier mandat de Trump, n'est-ce pas? On va juste y aller comme systématiquement pour enlever tous les doutes. Évidemment, il faut réfléchir à ça. Si tu es comme la plupart des mulots de l'info, tu vois ça, puis tu te dis cette fois-ci, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Mais c'est. Quand on réfléchit à ça à tête reposée, comme on doit faire quand on fait de l'information, on se rend compte que c'est des dénonciations au FBI, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passait entre 2016 et 2019 au FBI? Trump a fait disparaître les preuves. Trump tu comprends pas, Alexis, Trump a fait disparaître. Entre 2016 et 2019, le FBI était activement engagé dans une tentative visant à destituer le président des États-Unis. Okay, c'est ce qu'on appelle l'histoire de collusion avec la Russie. Le numéro 2 du FBI, Andrew McCabe, et le numéro 1 du FBI, contre-intelligence, counter-intelligence et contre-espionnage, Peter Strzok, ont activement conspiré pour faire tomber le président des États-Unis. On en a parlé
massivement de tout ça. Et rappelez-vous ce que Tulsi Gabbard a dit là-dessus. Elle est revenue cette semaine pour dire qu'ils avaient des preuves directes contre Obama. Et donc, pourquoi est-ce qu'on inventerait pourquoi on inventerait une histoire comme ça, abracadabrante, passible de trahison et de la peine de mort, si on avait genre quelque chose de tangible? Ça aurait été facile. Trump. Mais non, c'est ça. Aucune preuve, aucune preuve. Ce que je veux dire, c'est que le FBI n'a pas pu utiliser ça parce que ça, c'était clairement ce qui a été publié là, hier, avant-hier, vendredi. C'est clairement pas actionnable. C'est des preuves sans fondement de victimes psychotiques ou qui ne donnent aucun détail ou que tu les rappelles puis ils répondent pas, etc., etc. Et donc, tu peux rien faire avec ça. On voit clairement que c'est... Mais ce qu'on voit, par exemple, c'est qu'il y a probablement une tentative aussi visant à salir Donald Trump. Tu sais, quand Trump a arrêté Jeffrey Epstein, c'est quoi l'image, la première image qu'on a vue dans tous les médias? C'était pas Trump fait arrêter Epstein, c'est Trump l'ami de Epstein. Et donc, ça a toujours été ça. Ça a toujours été la stratégie de l'État profond. Ça a toujours été de coller Donald Trump sur Jeffrey Epstein. C'est ça un peu, je l'ai expliqué à des milliers de reprises, c'est-à-dire que quand tu as une opération comme Jeffrey Epstein, ça devient tellement gros, tu es tellement connecté avec tout le haut gratin que tu ne peux pas tomber. Tu ne peux pas tomber parce que si tu tombes, tu fais tomber tout le monde avec toi. Et quand Jeffrey Epstein a été arrêté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de faire tomber Donald Trump avec lui. Ça a été ça le réflexe, n'est-ce pas? Mais pas seulement ça. Donc, quand on dit en 2016, Alexis, Trump a caché les preuves. Premièrement, Jeffrey Epstein n'était même pas arrêté à ce moment-là. Là. Mais ils auraient pu utiliser ça quand il était arrêté et tout. Mais pas seulement ça, c'est que par la suite, quand Joe Biden, même si Joe Biden était contrôlé dans un programme de continuité de gouvernement, il y avait à l'intérieur il y a des personnes à l'intérieur de son administration. C'est pas toute l'administration qui était sous un programme de continuité de gouvernement, c'était certaines personnes dans l'exécutif, that's it. Et que le reste de son administration s'était rempli de gauchistes, c'était rempli d'anti-Trump, de gens qui voulaient. Et c'est pour ça qu'en 2024, il y a eu 4 poursuites contre lui pour toutes sortes de choses avec n'importe quel prétexte possible et imaginable. Il y en a un, rappelez-vous, c'est quoi, là, il y en a un, c'était, on l'accusait d'avoir augmenté la valeur de sa propriété. Tu sais, quand tu négocies ta maison, je l'ai déjà expliqué, quand tu négocies ta maison, tu ne donnes pas le prix le plus bas, tu donnes un prix comme élevé pour avoir, mettons, ta maison vaut 300 000, mais tu la mets sur le marché à 350 000, et puis, tu sais, pour avoir 310, 315, ben on l'a accusé de faire ça. Et tout le monde l'a dit. Il y a même des gens sur CNN, des procureurs anti-Trump sur CNN qui ont dit, il n'y a rien là, il n'y a aucune malversation et la banque elle-même qui a prêté l'argent à Trump, là, qui est impliquée dans la transaction, a dit on n'a aucun grief contre Trump, mais il a quand même été condamné. Rappelez-vous, il y a eu 4 enquêtes sur lui. Ils ont tout fait pour l'empêcher en 2016, je veux dire en 2024. Et si, encore une fois, ça montre l'intention d'aller jusqu'au bout. Et s'ils avaient pu utiliser quelque chose sur Jeffrey Epstein, par exemple, si Israël, encore une fois, oubliez le département de la justice, si Israël avait eu de la merde sur Donald Trump, il l'aurait utilisé. Mais là, tu vas me dire, non, justement, parce que Trump est un agent du Mossad, il travaille pour Israël. Donc, il y a 2 choses ici, OK? Parce qu'il serait coupable, normalement, si c'est vrai, s'il y a de la véracité à ça, là, il y a des vidéos qui existent de Trump compromis. Et donc, si c'est vrai. Et donc, si le FBI est en possession de ça, si le FBI pouvait actionner quelque chose là-dessus, s'il y avait quoi que ce soit de temps, ils ont inventé des statuts, ils ont inventé des lois, comme avec elle, là, les démocrates ont inventé la loi pour lui permettre de poursuivre Donald Trump. C'était comme, ça s'était passé il y a 30 ans. C'est en 1994. C'était il y a 30 ans et c'était au-delà du statut de limitation, comme on dit en anglais, statut de, je ne sais pas c'est quoi en français, la prescription. Et les démocrates ont modifié la loi pour lui permettre de porter plainte contre Trump. Ils ont fait une loi spécialement pour elle, pour lui permettre d'accuser. Et donc, ils ont plié les lois partout pour essayer d'attaquer Donald Trump. Et
S'ils avaient pu le faire avec ces documents-là, Epstein, il l'aurait fait, mais il n'y a rien, encore une fois, là-dessus. Vous comprenez? Donc, allons jusqu'au bout de la réflexion. Donc, ça, c'est du côté du FBI. Mais si du côté d'Israël, ils avaient quelque chose, euh, soit ils l'auraient utilisé, s'ils voulaient se débarrasser de Donald Trump, ils l'auraient utilisé, ou là, c'est à cause qu'Israël a ça que Trump obéit à Netanyahou. Vous comprenez, là? Et que Trump, et comme le pense Pierre Hilard, là, est en train de travailler à faire advenir le nouvel ordre mondial. Alors, c'est ça. S'il est compromis, ben, il fait le travail d'Israël. Et puis là, on va voir ça tout à l'heure. C'est la deuxième partie de l'émission. On va juste regarder ça rapidement. Mais vous connaissez un peu la teneur de ces accusations. C'est des accusations qui ne reposent sur rien, qui sont, etc., etc. Donc, mais ce qu'on voit, par exemple, c'est une campagne d'envergure orchestrée par l'État profond contre Donald Trump avec ces 4 accusations ici. Et on avait parlé justement en début 2024 de cette Jean Carroll, rappelez-vous, qui accusait Donald Trump justement de l'avoir violé, de l'avoir agressé sexuellement dans la partie d'essayage, de lingerie du Waldorf. Et ça, c'était le scénario direct d'une émission de télévision qui était passée 10 ans plus tôt, une agression sexuelle dans la section lingerie du Waldorf, etc., etc. Outre le fait que c'était rempli de contradictions, elle a dû changer ses dates parce qu'on avait été coincé dans les contradictions. Elle a dit que c'était en 94 et quand les journalistes lui ont dit la robe que tu portais n'avait pas été créée en 94, elle a dit c'est en 96. Et même que Donald Trump avait proposé à la fin du procès de donner de l'ADN pour comparer avec la robe, puis le juge a refusé l'ADN. Dans un procès pour viol ou agression sexuelle, le défendant dit, garde, je vais comme vous, pas nécessairement un échantillon de sperme, mais je vais vous donner comme un échantillon d'ADN. Je me suis laissé aller. Là. Les enfants ne sont pas encore couchés. Je vais vous donner un échantillon d'ADN, un cheveu, vous allez comparer à s'il y a quelque chose comme ça sur la robe. Et le juge a dit non, on ne veut pas ton ADN au défendant. Vous comprenez? Donc, c'est ça que... Out to get Trump. N'importe quoi pour faire en sorte que Trump soit condamné. Parce que si tu réussis à condamner Trump, après ça, ça permet à des gros porcs comme... c'est Laurent Paquin là, qui est allé au micro dans un des podcasts dire que Trump est un violeur. Ils le disent tous à Radio-Canada, Trump est un violeur, etc. C'est agression sexuelle. Puis 2, c'est un procès politique, tout le monde le sait. Mais quand les gens disent ça, là, vous devriez, sur X, sur les réseaux sociaux, aller dire que c'est pas viol, c'est agression sexuelle, parce qu'apparemment, il n'y a pas eu de pénétration. Ou, c'était pas clair. Puis dans des podcasts, à CNN, elle a dit « Ah, le viol, c'est sexy. » Et puis, en tout cas, on a déjà fait Mais vous devriez aller dire que même Trump a proposé son ADN et le juge a refusé. C'est des procès politiques. C'est pas la justice, c'est des procès politiques. C'est justement une des critiques de Donald Trump, c'est que maintenant, la justice est militarisée, est instrumentalisée politiquement contre des candidats. C'est le truc justement du Russia Hoax, c'est la justice qui est instrumentalisée. Et là, on en a eu un autre épisode. On ne fera pas tout ça. Mais tout ça pour dire que... il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu, par exemple, Julian Assange. Hein. C'est la même stratégie qu'on a utilisée contre lui. Julian Assange m'a humilié et m'a abusé, dit son accusatrice suédoise, Anna Arden, dans un nouveau livre. Il l'a humilié et il l'a agressé. Tu sais, c'est parce que c'est à l'époque où Julian Assange sortait des trucs compromettants sur les Clinton, entre autres, là, les forces armées US. Julian Assange, la Suède abandonne l'enquête pour viol, évidemment, parce qu'il n'y avait aucune preuve ou aucune... mais c'est comme ça qu'on utilise ça politiquement. Même chose avec le juge de la Cour suprême, Brett Kavanaugh, qui a un lien justement avec toute la question du dossier Epstein en 2008. On ne le voulait pas, là, justement parce qu'il y avait une connaissance approfondie du dossier Epstein. Et là, on lui a collé une accusation de viol. C'est que, il ne me rappelle plus son nom, Blair, quelque chose, là, Jones Ney Blair. Et là, c'est la même chose. On lui a posé des questions. On s'est rendu compte que tous les témoins, elle a dit telle personne était là lors de l'événement. Et toutes les personnes ont dit non, ça ne s'est pas passé comme ça. Et même des démocrates anti-Trump ont dit non. Ils ont eu comment dire,
l'honnêteté de dire ça ne s'est pas passé comme ça. Elle a changé, comme l'autre, elle a changé sa date. Non, c'était pas à cette date-là, c'était une autre date. Et elle a dit c'était à tel endroit. Finalement, on dit c'est pas possible, ça a eu lieu à tel. Ah non, 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 c'était à un autre endroit, etc. Explication ridicule sur explication ridicule, finalement, ça a été écarté. Il n'y avait aucune preuve de ça. Elle a été contredite partout et ça a été jeté aux poubelles. J'ai tout expliqué ça dans le web journal L'affaire Cavana. Je m'excuse 30 secondes, j'ai quelque chose qui sonne, je dois aller, je dois faire une pause de 30 secondes, j'ai oublié un instant du jeu. Ça arrive des fois en ondes, j'ai un truc. En tout cas. Et donc, ça, c'est une stratégie de l'État profond pour. C'est une stratégie de l'État profond pour faire taire ou empêcher d'accéder au pouvoir ou des personnes qui. C'est incroyable qu'on ne se soit pas fait agresser, accusé d'agression sexuelle à Radio-Québec. Ça fait quand même 8 ans qu'on fait ça et on est toujours comme. Il n'y a pas eu d'agression sexuelle encore. Peut-être qu'ils attendent le jour où je vais me présenter en politique, là, quand toutes les politiques douces, les politiciens mièvreux auront échoué, puis là, ils vont avoir besoin d'un homme fort pour régler la situation. Je vais arriver, puis là, ils vont sortir, genre, un torrent d'accusatrices, là. Non, c'est pas un voisin. Non, c'est vraiment un petit bip qui. Mais j'aurais pas pu continuer le web journal avec un petit bip, même si ça dure juste 30 secondes. OK, mais donc, stratégie pour faire taire ceux qui s'opposent à l'État profond. Et il y a même dans les, vous voyez ici, dans les documents qui ont été rendus publics, il y a celui-là ici. Donc, et ça a fait aussi jaser plusieurs personnes pro-Trump. C'est une déclaration sous serment. Si j'ai été personnellement témoin que Trump a dit à la défendante que si elle disait quelque chose, elle allait disparaître comme une autre fille de 12 ans, et etc. Donc, elle a été subie des violences sexuelles par Donald Trump entre 1990 et 2000. Et donc, mais là, c'est sous serment. Et là, donc, c'est pas comme ça ici, là. Ouais, c'est pas des appels à la hotline, c'est une déclaration sous serment. Là j'étais comme, merde, j'étais coincé, comme on dit. Et là, mais en fait, ce à quoi ça réfère, c'est ça ici. C'est les accusations, c'est une des filles qui accusait Donald Trump en 2016, parce qu'il y en a eu 10 quand Trump s'est présenté à la présidence, 10 filles l'ont accusé d'agression sexuelle sans jamais fournir de preuves ou quoi que ce soit, etc. La plupart ont été abandonnées comme ça a été. C'est juste un effet d'annonce. Tu dis, genre, j'ai été agressé sexuellement par Donald Trump, là, les médias font. Et puis, on passe à un autre appel, puis là, genre 3 jours plus tard, genre Trump fait un bon coup à sa campagne, et puis là, tu as une autre personne qui dit, j'ai été agressé sexuellement. Les médias font, puis là, c'est agression sexuelle. Et voilà, donc, si la femme qui poursuivait Trump pour viol présumé sur une adolescente abandonne sa plainte une fois de plus. OK? Donc, ici, c'est le 4 novembre 2016, 4 jours avant l'élection, une femme qui accusait Donald Trump de l'avoir violée il y a 20 ans, alors qu'elle était une jeune mannequin de 13 ans, a de nouveau abandonné sa plainte fédérale concernant ces agressions sexuelles. L'accusatrice identifiée dans la plainte, Jane Doe, devait participer à une conférence de presse à Los Angeles, mais cette apparition a été brusquement annulée. Vous l'avez ici, elle fait partie de cette récupération de toutes les agressions sexuelles contre Trump. Et là, ici, qu'est-ce qu'on apprend plus tard? Elle se confie au Daily Mail. Elle dit genre « Trouble woman with a history of drug use ». Elle a un passé d'utilisation abusive de drogue. Who claimed that she was assaulted by Donald Trump at the Jeffrey Epstein sex party at age 13, made it all up. Elle a inventé toute l'histoire. Donc, elle a contacté, vous l'avez ici, vous pouvez le retrouver, j'aurais dû la traduire, j'aurais dû traduire le Daily Mail, mais je ne l'ai pas fait. Donc, vendredi, celle qui a accusé Donald Trump a abandonné sa poursuite, etc. Et elle dit genre qu'elle a pris contact. But Daily Mail has learned that the claims against Donald Trump were fiction. Katie Johnson's shock allegation first emerged in lawsuit filed. Okay. Donc, c'était une fausse accusation. On a appris que c'était une fausse accusation. Et cet affidavit-là, signé sous serment, c'était un témoin
de Katie Johnson. Donc, elle a dit qu'elle était témoin de ces choses-là, mais elle a inventé toute l'histoire, donc ça aussi, c'est de la bullshit, vous comprenez? Mais encore une fois, puis là, après ça, additionner Jane Carroll, preuve d'ADN, non merci, etc. Ce à quoi on est confronté, c'est une campagne d'envergure orchestrée par l'État profond contre Trump. Il y a même des personnes qui sont allées voir Anneke Lucas pour lui dire « J'ai été agressé par Donald Trump, etc. etc. » Évidemment, ils ne sont jamais sortis publics. Et Anneke Lucas en a parlé à des personnes autour. L'histoire est connue, mais sans jamais donner de détails qu'on puisse vérifier. C'est pas vérifiable, etc. Et c'est parce que si on donnait des détails, encore une fois, si tu dis, genre, c'était telle date à tel endroit, ben là, ça serait comme elle, là, ça serait comme Blasey Ford, c'est-à-dire, on se rendrait compte qu'à telle date, ben, Trump n'était pas là, que cet endroit, c'était pas, il y avait, vous comprenez, dès qu'on donne des détails précis, eh bien, c'est là qu'on peut trouver les contradictions, etc. Donc, ça reste toujours dans le vague, okay? Même si c'est des détails sordides, etc. Ce à quoi on est confronté, c'est une campagne d'envergure par l'État profond pour décrédibiliser Donald Trump. Encore une fois, s'ils avaient pu le faire, ils l'auraient fait, à moins qu'Israël, finalement, le contrôle. Donc, ça ici, mais ça, c'est pour Trump, OK? Ça, c'est pour Trump. Il y a ça ici. Cependant, il y a deux membres de son administration qui sont un peu dans l'eau chaude. Il y a Howard Lutnick, son secrétaire au commerce. Howard Lutnick qui avait dit dans une entrevue, je ne me rappelle pas c'est quelle date, je pense que c'est peut-être en 2020, c'est peut-être plutôt cette année. Il avait dit en entrevue à Miranda Devine qu'il avait vu Jeffrey Epstein une fois en 2005 et qu'il s'était rendu compte qu'il y avait une salle de massage dans son appartement et qu'il avait trouvé ça dégoûtant et qu'il ne l'avait plus jamais refréquenté. Or, on apprend que c'est faux. Howard Lutnick, là, dans les courriels qui sont sortis aujourd'hui, lui réécrit en 2012 en disant qu'ils sont dans les Caraïbes sur un yacht avec leur famille. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Je suis avec mes enfants de 16, 14, 13 et 12 ans. Ça, c'est la famille Lutnick. Donc, c'est pas des enfants qui sont trafiqués. Là, c'est la famille Lutnick ici. Mais, tu vois, donc c'est la contradiction ici. Tout le monde, le Commerce Secretary Howard Lutnick plan trips to Epstein Island. Donc, il a planifié un voyage sur l'île, avec sa famille sur l'île d'Epstein. Et non seulement ça, donc il a menti. Et donc, qu'est-ce que Trump va faire avec ça? Est-ce que c'est suffisant pour le renvoyer? Certains diront que oui. Trump va peut-être dire non pour préserver sa relation avec, je ne sais pas, Netanyahou ou whatever, surtout si Lutnick n'a rien fait de mal. Il n'a pas nécessairement fait quelque chose, mais en tout cas, il y a aussi eu ça ici, Clinton fundraiser next door to Jeffrey Epstein's house. Donc, il y a eu, Howard Lutnick était un fervent partisan d'Hillary Clinton en 2016. Il a appuyé sa campagne et avec sa compagnie, Cantor Fitzgerald, a tenu un fundraiser pour Hillary Clinton. Tu sais, quand Trump dit là, que Wall Street a à 99,999% appuyé Hillary Clinton a reçu des dizaines de millions de dollars de Wall Street. Trump a reçu 20 000, alors que Hillary Clinton a reçu des dizaines de millions de dollars. Toute Wall Street a appuyé Hillary Clinton. Mais c'est ça, Howard Lutnick a tenu une de ses levées de fonds parce que Howard Lutnick était le voisin de Jeffrey Epstein. Donc, ça, c'est controversé, tout ça. Et il n'y a pas seulement ça. Il y a la firme, en fait, la firme de Howard Lutnick, Cantor Fitzgerald, qui est gérée par ses enfants, je pense, maintenant. C'est la compagnie qui a fusionné avec Rumble. Je vous donne tous les liens, là. Donc, il y avait Rumble au début et il y avait CFVI, là, Cantor Fitzgerald Investissement, le 4e fonds d'investissement de Cantor Fitzgerald. Cantor Fitzgerald, c'est la compagnie de Howard Lutnick. Howard Lutnick qui a laissé le camp démocrate et qui s'était plutôt collé sur Trump et qui est un des grands fonds d'investissement qui a permis de partir Rumble. Il y a aussi une autre information intéressante sur Howard Lutnick, c'est que Howard Lutnick, Cantor Fitzgerald, les bureaux de Cantor Fitzgerald, c'était dans les édifices, dans les tours jumelles du 11 septembre.
Et le matin du 11 septembre, quelqu'un a appelé Howard Lutnick pour lui dire « Aujourd'hui, ça serait bien que tu envoies ton enfant à l'école, que tu aies toi-même le porté à l'école. » Et je pense qu'il a raconté l'histoire. Il dit « J'ai été extrêmement chanceux cette journée-là. J'ai reçu un appel, ou je ne sais pas s'il a dit « J'ai reçu un appel », mais il dit genre j'ai amené mon enfant à l'école et j'ai pu je veux dire, j'ai été rescapé, j'ai pas subi les attaques du 11 septembre. Donc, CEO took his son to school on 9/11. The decision saved his life. Oui, ben, c'est ça. Alors, je ne sais pas quoi penser de tout ça. Est-ce que c'est est-ce que Trump a pris Lutnick dans son administration comme il a pris Reince Priebus et Sean Spicer et Rex Tillerson dans sa première administration? Les numéros 1 et les numéros 2, c'était des personnes compromises, en particulier Reince Priebus, qui était la taupe du Parti républicain. Quand le Parti républicain était contre Trump, Reince Priebus était la taupe du Parti républicain. On lui a imposé, pour qu'il y ait la nomination du Parti républicain, on lui a imposé Reince Priebus. L'entente qui a été négociée, c'était par Paul Manafort, qui était son deuxième directeur de campagne à l'époque, avant Steve Bannon. Le Parti républicain lui a imposé Reince Priebus et puis lui a dit « Tu vas le mettre comme chef de cabinet ». Et donc, en tant que chef de cabinet, la taupe du Parti républicain voyait tout ce qui se passait. C'était le secrétaire personnel de Donald Trump. Il voyait tout ce qui rentrait, tout ce qui sortait du bureau ovale, tous les dossiers qui étaient de toutes les réunions, etc. C'était la taupe. Mais Trump l'a pris dans son administration et pour le renvoyer quelques mois plus tard, même chose avec le numéro 1 ici, Sean Spicer, c'était le porte-parole de la Maison-Blanche à une certaine époque. Il a été renvoyé parce qu'il coulait de l'information. Et il a été remplacé par Anthony Scaramucci, c'est ce que j'ai appelé le modèle Scaramucci de changement de personnel, de gestion du personnel. Et puis après ça, il y a Kellyanne, comment il s'appelle, McEnany. C'est-tu Kellyanne McEnany? McEnany, la belle blonde, là. C'est pas mon genre, là. Moi, je préfère les Algériennes avec de la cuisse. Tu sais, c'est... Et puis le numéro 3, je déconne, le numéro 3, c'est Rex Tillerson. Okay? Rex Tillerson, qui était son ministre des Affaires étrangères, qui lui aussi a été renvoyé pour une raison qu'on ne connaît pas, mais il n'a pas duré dans l'administration, puis c'était probablement parce qu'il coulait de l'information. Donc, or, il y avait aussi, vous voyez la différence ici, sur la photo, vous avez le numéro 4, qui est le général Kelly, et le numéro 5, qui est Mike Pence. Eux c'est des personnes qui ont été renvoyés, mais qui sont partis dans une fausse chicane avec Trump. Donc, les personnes, le numéro 1, 2, 3, Spicer, Priebus, Tillerson, ont été renvoyés parce qu'ils avaient trahi, mais ils ont été renvoyés sans aucune chicane. Ça a été, genre, ça s'est fait, ils sont partis comme une lettre à la poste. Il n'y a pas eu de déchirement public. Alors que 4 et 5, c'est le contraire. Déchirement public, mais allié de Donald Trump, en fait. Okay? Et venez pas nous dire que Mike Pence a trahi, il joue son rôle comme tous les autres. Okay. Donc, est-ce que c'est la même chose avec Lutnick? Est-ce que Lutnick a investi dans Rumble? Est-ce que c'est quoi l'histoire finale? Mais c'est ça. Donc, tâche sur le dossier. Lutnick qui, après sa conviction de 2008, a quand même sollicité une rencontre avec Jeffrey Epstein. Et ils étaient voisins. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est... il y a ça. Puis, il y a Elon Musk aussi. Donc, là, Elon Musk, il va falloir expliquer. Pauvre Elon Musk. Kylie McEnany, c'est ça. C'est pas Kellyanne, c'est Kylie McEnany. Non, pas comme la boxeuse algérienne. Non. C'est pas mon genre. On va laisser ça à d'autres. OK. Et donc, et là, les courriels, justement, impliquent Elon Musk qui a correspondu avec Jeffrey Epstein, en particulier entre 2012 et 2013. Les courriels montrent, je vais vous les montrer, les courriels montrent un Jeffrey Epstein qui essaye, à ce moment-là, Obama vient de mettre sur pause le programme spatial américain. Avec la NASA, là, c'est comme où c'est en train de se faire. Là, il n'y aura plus de vol. La NASA n'enverra plus c'est plus la NASA qui est responsable d'envoyer des trucs en orbite, etc. Le Challenger, ça, c'est fini. Il n'y en a plus de Challenger. Obama a mis un terme à ça. Il a mis un terme à la domination spatiale américaine. Et Trump a ramené avec les Space Force la domination spatiale américaine parce qu'Obama est un traître. Mais la personne qui avait été mandatée à l'époque pour prendre le relais de ça, c'était Musk avec son SpaceX, ses fusées, etc. Et là, dès que Musk a commencé à avoir de l'attraction, avoir un peu de proéminence, il a été contacté par Jeffrey Epstein parce que c'est ça que Jeffrey Epstein fait. Jeffrey Epstein contacte toutes les personnes importantes. C'est un gars comme un réseauteur, là, puis il veut se faire prendre en photo avec tout le monde.
Donc, il appelle Elon Musk et l'invite sur son île. Et donc, mais Elon Musk n'est jamais allé sur l'île de Jeffrey Epstein, on va voir ça. Et même si, et à l'époque, tu le vois que c'est un jeune, tu sais, quand tu es plus jeune, tu as comme du succès. Il devait avoir au début de quarantaine à ce moment-là. Et là, tu commences à avoir du succès, tout le monde veut te parler et tout ça. Est-ce qu'il était au courant réellement de ce qui se passait avec Jeffrey Epstein? Mais il dit donc, ça ici, c'est 19 février 2013. Jeffrey Epstein qui le sollicite, il dit est-ce que tu veux venir sur mon île, etc. Elon Musk il dit j'ai pas le temps, mais tu peux venir à SpaceX. Si tu veux parler, ça serait bien que qu'on le fasse à SpaceX, mon usine de fusée SpaceX, qui est près de Long Beach, California. Donc, ça c'est en premier, c'est ça ici. Donc, Elon Musk apprécie l'invitation au ranch de Jeffrey Epstein, mais a des engagements. Le lunch du lundi 25 février à SpaceX est confirmé. Donc, Elon Musk qui refuse les invitations de Jeffrey Epstein, mais qui dit à Jeffrey Epstein, tu peux venir à mon usine de SpaceX, on peut discuter. Vous avez ici, donc ici, vous avez Jeffrey Epstein qui répond à Elon Musk. Jeffrey Epstein qui dit genre merci pour le tour de l'usine, ils ont fait faire le tour de l'usine SpaceX, merci pour le tour. You would have had fun at Christmas. Tu aurais eu du plaisir à mon party de Noël, comme on dit. Là, et Elon Musk qui répond avec I see, je vois. Mais vous voyez, donc ça c'est au début 2013, vous voyez que Jeffrey Epstein essaie de s'approcher de Elon Musk, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe par la suite dans les autres courriels qu'on retrouve? Il aurait fallu que je les trouve, que je les place en ordre. On a ça ici, Elon Musk qui dit fin 2013, donc plusieurs mois plus tard, Elon Musk, il y a une conversation entre Elon Musk et Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein l'invite, les deux ont une conversation, Jeffrey Epstein l'invite sur son île. Et Elon Musk lui écrit en disant là, j'ai fini une grosse semaine ou une grosse section de travail. Mes enfants sont de retour à la maison. Là, je veux faire le party. Est-ce que tu connais un endroit où est-ce qu'on peut faire un super party? Et là, Jeffrey Epstein l'invite sur son île. Et Elon Musk dit non, en fait, je veux faire un gros party. L'idée d'une retraite tranquille sur une île ne m'intéresse pas. Donc, clairement, il ne sait pas ce qui se passe sur l'île. Là. Okay? Donc, vous avez ça ici dans les courriels. Vous avez Probably with Tallulah and me, ça c'est probablement sa copine de l'époque. Quel jour, nuit, on peut faire, où est-ce qu'on peut avoir, où on peut trouver les wildest parties, les parties les plus fous on your island? Sur ton île, quels sont les jours ou les nuits où est-ce que tu tiens les parties les plus fous? Et là, Jeffrey Epstein lui répond probablement quelque chose comme c'est plus quelque chose de tranquille, etc. Elon Musk pense que c'est comme Ibiza. Ouais, c'est comme probablement que tu prends de l'ecstasy puis tu danses toute la nuit, etc., etc. Et là, Jeffrey Epstein il dit non, c'est plus tranquille mon île, etc. Et là, il dit Do you have any parties planned? I've been working on the edge of sanity this year, mais c'est là que c'est ça, il dit, je travaille comme un fou cette année, mes enfants retournent à la maison, je suis dans le coin de Saint-Barth, etc., dans les Caraïbes. L'invitation est très appréciée, mais une expérience pacifique sur une île, c'est l'opposé de ce que je recherche. Il dit, but a peaceful island experience is the opposite of what I'm looking for. Jeffrey Epstein dit, lui, Elon Musk veut faire le party comme à Ibiza. Là. Il veut se lâcher, il veut faire lâcher son fou dans une boîte de nuit ou quelque chose comme ça. Et Jeffrey Epstein dit, c'est une île, c'est tranquille, etc. Puis il dit, mais a peaceful island experience, quelque chose, une petite île tranquille, c'est le contraire de ce que je veux. C'est the opposite of what I'm looking for. Il veut se lâcher lousse, comme on dit. Et finalement, ça ne fonctionne pas, cette histoire-là. Donc, il y a d'autres courriels où est-ce qu'ils essaient d'organiser quelque chose pour le 2 janvier ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si je l'ai ici. Donc, il y a d'autres courriels où est-ce Jeffrey Epstein et Elon Musk, finalement, sont en train d'organiser quelque chose pour le 1er ou le 2 janvier, mais ça tombe à l'eau.
Et Jeffrey Epstein dit ici, bad news, mauvaise nouvelle, malheureusement, mon horaire me garde à New York. Et donc, I was really looking forward to finally spend time together, with just fun on the agenda. J'avais vraiment hâte de finalement passer du temps ensemble avec juste du fun on the agenda. Donc, c'est pas à l'usine de SpaceX, pas parler business, juste de la détente. Malheureusement, ça ne fonctionnera pas. C'est ça. Elon Musk qui dit Actually, I could fly on the third. Je pourrais y aller le 3. Mais Jeffrey Epstein qui dit Malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Je suis demeuré à New York. Et finalement, c'est ça. Elon Musk qui a été une des personnes les plus vocales contre Jeffrey Epstein et qui a demandé à ce que toute cette histoire-là soit éclairée et que les personnes qui ont commis des crimes soient envoyées en prison, etc. Et il se défend, il dit, je n'ai jamais mis les pieds sur cette île-là, je ne suis jamais allé là-bas. Et donc, c'est compromettant parce que après la condamnation d'Epstein en 2008 pour, c'est quoi, trafic de personnes, mais est-ce qu'Elon Musk était réellement au courant de ça à ce moment-là? Mais indépendamment de ça, même si c'est mauvais, vous voyez le genre de relation que c'est. Elon Musk qui arrive à son apogée avec SpaceX, Jeffrey Epstein qui l'approche, puis là, il dit non, j'ai pas le temps, tu peux venir me rencontrer à l'usine de SpaceX. Puis là, la relation se développe, puis après ça, il continue à l'inviter sur l'île, à la fin de l'année. Elon Musk dit j'ai eu une année de fou avec SpaceX, je veux vraiment me détendre, je veux faire le party, etc. Jeffrey Epstein qui l'invite sur l'île, et puis là, finalement, Elon Musk qui dit une île tranquille, c'est vraiment pas ce que j'ai en tête comme événement de fin d'année. Et finalement, après aller-retour de courriel, il dit je pourrais peut-être venir le 3, et Jeffrey Epstein finalement dit non, malheureusement, je suis retenu à New York, ça ne pourra pas se passer. Donc, ça ne s'est jamais passé. Voilà, donc ça, c'était pour ça. Est-ce que c'est, encore une fois, je laisserai les gens juger si c'est qu'est-ce qu'ils veulent penser de ça? La question, c'est ça. Donc, on arrive au point où est-ce qu'il faut... c'est ça, Trump qui... qu'on a toujours essayé de coller avec des histoires d'agression sexuelle plus farfelues les unes que les autres, des histoires qui ne se tiennent pas, etc. Et c'est ce qu'on retrouve dans ces courriels-là, dans ces publications du dossier Epstein, des publications des catalogues ou des logs, comme on dit, là, des dossiers du FBI sur les plaintes contre Trump, etc. C'est une liste de trucs qui n'ont jamais été corroborés, etc. Et donc, il n'y a rien du côté du FBI. Comme je dis, s'il y avait quelque chose de solide, ça aurait été utilisé contre lui, on l'a expliqué 1000 fois, etc. Maintenant, la question, c'est est-ce que Trump a... Admettons que Trump aurait comme réussi à contourner le FBI qui voulait le destituer et se débarrasser des vidéos compromettantes et des trucs compromettants et que il y avait la police fédérale contre lui, là, vous comprenez? Et malgré ça, ils n'ont jamais utilisé le dossier Epstein parce qu'il n'y avait rien. Là, maintenant, c'est est-ce qu'Israël a quelque chose? Est-ce qu'Israël a quelque chose contre Trump? Et là, parce que beaucoup de gens disent Trump fait le jeu d'Israël, etc. Et on va voir si finalement Trump fait le jeu d'Israël. Regardez sa politique. Et là, on va faire autre chose, parce que là, c'est ça, les Lubavitch. J'ai passé des webjournaux entiers à expliquer ça, mais là, moi, je pense que c'est un bon moment pour refaire un petit recap. Parce que je vais vous dire la différence entre Radio-Québec et les autres personnes qui font de l'analyse. C'est que les autres personnes qui font de l'analyse, qui analysent ce genre de trucs-là, font de l'analyse people, comme disent les Français. C'est du truc Paris-Match. Alors que nous autres, on est rivés sur les faits, c'est-à-dire qu'ils vont prendre une photo de Trump comme ça, c'est comme Sarkozy vu dans les Alpes avec telle personne, que se passe-t-il avec Mélania, avec, comment elle s'appelle, là, comment elle s'appelle déjà la femme de Sarkozy, là? Suzy Bruni, quelque chose comme ça. Carla Bruni, c'est ça? Et donc, ils vont voir, et donc ils vont inférer, je parle d'une certaine, ils vont inférer, et on pense toujours, ils vont prendre une photo comme ça, ils vont inférer des choses qui n'existent pas.
Ils vont coller leur propre grille d'analyse sur la réalité au lieu de partir de la réalité et après ça, de dégager de l'analyse. Ouais, c'est ça la différence d'approche avec Radio-Québec. Nous, ce qu'on va faire, c'est on regarde des éléments de géopolitique, des éléments de politique intérieure, de politique extérieure, des éléments de trucs vérifiables, pas d'élucubration dans la tête de quelqu'un pour arriver à notre raisonnement. Et donc, si Trump faisait j'ai entendu, c'est ça, allons-y tout de suite, là. Donc, c'est pas ça. J'ai entendu notamment, genre, je vais partir de ça, Pierre Hillard, qui était à Géopolitique profonde, et qui commence l'entrevue, là, ça a commencé très mal, il a commencé son entrevue en disant, genre, l'objectif, c'est de créer un système unifié, un gouvernement mondial avec des localités régionales. Et puis après ça, la totalité de son raisonnement découle de ça. Tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle ses axiomes, là, sa grille d'analyse XY. L'objectif, c'est de créer un gouvernement mondial. Ça a toujours été ça, c'est ça son livre sur le mondialisme, etc. L'objectif, c'est de créer un gouvernement mondial. Et là, tout ce qui se passe par la suite, ce sont des éléments pour y arriver. Et là, il voit, comme par exemple, quand il voit des Lubavitch dans le bureau ovale, pour lui, c'est la preuve que tu vois, on s'en va vers un gouvernement mondial. Le problème, c'est que la prémisse elle-même est fausse. Il n'y a rien qui montre qu'on s'en va vers un gouvernement mondial. Vous comprenez, c'est mettre, comme on dit au Québec, c'est mettre la charrue avant les bœufs. La prémisse est fausse. Et à partir du moment où la prémisse est fausse, l'ensemble du raisonnement est vicié, part en couille, etc. Il n'y a rien. Si à un moment donné dans l'histoire, l'objectif a effectivement été des mondialistes, là, ça a effectivement été de créer un gouvernement mondial, ça a probablement été un des objectifs même avoués d'une frange dans le judaïsme, hein, comme quand, par exemple, Jacques Attali dit ça serait bien d'avoir Jérusalem comme capitale mondiale, etc., etc. Et donc, il y a une partie de vrai là-dedans, il y a une partie de... il y a une partie fondée là-dedans, sauf que est-ce que tu as suivi ce qui s'est passé depuis l'arrivée de Trump au pouvoir en 2016? Et là, maintenant, il n'y a plus rien qui appuie ce raisonnement-là. Et donc, tu ne peux pas commencer avec une prémisse de l'objectif, c'est de créer un gouvernement mondial et après ça, tous les événements que tu vois sont subordonnés à ça. Ta prémisse est juste fausse. Et tout le reste du raisonnement est faux. La plupart des personnes maintenant s'entendent pour dire que Trump, et c'est ce qui s'est passé à Davos, et là, regardez les points de géopolitique vérifiables. À Davos, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 semaines à Davos? Tout le monde a constaté que c'était la fin du mondialisme. C'était la fin du mondialisme, c'était le retour des frontières tarifaires et commerciales. Et donc, c'était quoi finalement une partie du plan, en prenant encore les idées de Pierre Hillard et des personnes comme lui, là, que on veut qu'est-ce que ça prend pour un système, un monde unifié, etc. Ça prend un monde où il n'y a plus de frontières, un monde où il n'y a plus de peuple avec des identités distinctes, avec une monnaie unique, une religion unique, etc., etc. OK? Donc, c'est ça. Pas de frontières, pas d'État essentiellement, donc pas de frontières, pas de peuple distinct avec des histoires distinctes, etc. Une religion unique et une monnaie unique. C'est ça? Donc, juste comme pendant que j'y pense, là, regardez juste aux États-Unis le retour du christianisme. Est-ce qu'on s'en va vers... Il y a une affirmation tellement forte du christianisme dans le 2e mandat de Donald Trump, notamment avec Charlie Kirk, etc. Mais c'est pas juste ça. C'est sur les tweets du département du travail américain, le Department of Labor, c'est « We are a Christian nation ». Nous sommes une nation chrétienne. Le rejet de l'islam aux États-Unis, nous sommes une nation chrétienne. Le retour identitaire.
Il y a un retour identitaire aux États-Unis, un retour religieux aux États-Unis, comme il y a eu un retour religieux en Russie après la chute du mur de Berlin. Il y a eu, avec Vladimir Poutine, il y a eu un retour du religieux. Mais les personnes qui pensent qu'on s'en va vers un système unique ne voient pas ça, vont juste voir le fait que Poutine a déjà serré la main d'un Loumavitch, puis là, c'est comme, non, ils ne voient pas que, je veux dire, l'Église orthodoxe a fait un grand retour et non, vous comprenez, et c'est ça que je dis quand je dis que à partir du moment où est-ce que la prémisse est fausse, tout le reste est faux. Ben c'est ça, c'est que tu vas voir, ben je l'ai expliqué, tu vas voir des événements tu vas attribuer un sens aux événements qui n'ont pas. OK? Et donc, les États-Unis se rechristianisent. Je pense que tout le monde l'a vu, c'est clair. Il y a comme, et c'est le gouvernement américain. C'est-à-dire que le gouvernement américain n'est pas un gouvernement laïque. Quand le département du travail et d'autres, il y en a eu plein, je pense, j'ai un tweet où est-ce qu'on montrait, je me rappelle d'un tweet fortement, là, où est-ce qu'on montrait les États-Unis, la carte des États-Unis avec une croix, puis en disant We are a Christian nation. Nous sommes une nation chrétienne. Ce ne sont pas des nations laïques. Là. La Russie n'est pas laïque. Les États-Unis ne sont pas laïques et affirment sans aucune ambiguïté leur chrétienté. On n'est plus du tout dans la religion LGBTQ de Obama. Là. On est dans le retour du christianisme fort. Et donc, on est loin on n'est pas loin. Il n'y a rien qui laisse supposer l'avènement d'une religion unique. Rien. Donc, monnaie unique, non plus, il n'y a rien qui va dans ce sens-là. Après ça, retour des frontières. Trump annonce le retour des frontières, vous le savez. Je veux dire, ça a été donc, retour des frontières et aussi, mais pas que des frontières tarifaires et commerciales. Parce que ça a été ça, et c'est essentiellement ce que Mark Carney a dit, a reproché à Trump à Davos, il a dit dans son discours, nous avons cru en une économie intégrée. Mais à partir du moment où est-ce qu'on joue le jeu d'une économie intégrée et là qu'un de nos partenaires utilise ça contre nous, ça ne vaut plus la peine. Ben c'est ça, Trump est en train de détruire l'intégration mondialiste qui a eu lieu après la chute du mur de Berlin. Tu sais, la mondialisation économique, là, avec l'ouverture des marchés partout et qui a duré je ne sais pas trop combien de temps. Dans les années 90, c'était ça. Trump met un terme à ça, avec les négociations de l'ALENA, etc. Tous les traités commerciaux, ben, en Europe, encore une fois, c'est le dernier bastion là, avec le Mercosur et tout. Là, c'est pas... Mais on s'en va clairement vers... Donc, Mark Carney a dit que c'était terminé, vous comprenez, que l'intégration économique était terminée, que même Youssef Indy le pense, si Trump signe la fin des globalistes, tout le monde se rend compte de ça. L'ONU menacée d'un effondrement financier imminent à cause, entre autres, du retrait financier des Américains. On contourne l'ONU alors qu'on avait, laissons ça pour plus tard, mais c'est guerre commerciale et tarifs, records imposés par Trump. Donc, au niveau des tarifs des frontières, etc., on sort de l'intégration économique du monde, on retourne vers des zones d'influence et pensez aussi avec le retour de la frontière et la préservation des... cohésion ethno-culturelle, on parle, c'est quoi le thème du début 2026, la fin 2026, c'est grand remplacement et cohésion ethno-culturelle. On en a parlé et on nous dit souvent, par exemple, sous mes vidéos, on poste souvent des rabbins qui disent que l'immigration va servir le judaïsme. Lerner, elle, c'était comme ça, c'est une vidéo qui date du début des années 2000, je pense, là, elle est à Stockholm, elle dit le multiculturalisme est promu par les Juifs, etc. Et on est toujours en train de me dire que, ouais, c'est ça, et c'est ce que Charlie Kirk a dit aussi. Hein, il a dit Jewish donors have been number one funding mechanism of radical open borders, neoliberal, quasi-Marxist policies. Donc, les grands donateurs, les multimilliardaires juifs ont été les principaux donateurs pour l'ouverture des frontières et les politiques marxistes, là, comme le multiculturalisme, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Trump renverse ça, n'est-ce pas? Comment Trump peut être contrôlé par Israël alors qu'il fait exactement le contraire? Tout le monde a critiqué, dans la critique qu'on voit sur Internet du judaïsme, là, ben, on critique souvent ça, l'immigration, etc., que c'est les Juifs qui sont derrière. Quand je parle d'immigration, les gens viennent en dessous de mes posts dire « Qui, Alexis? Tu n'oses pas dire le nom. Qui est derrière ça? Qui organise? »
il y a plein de salopards qui l'organisent, comme la chef du Parti socialiste en Espagne qui dit nous voulons le grand remplacement, comme Mélenchon qui dit nous voulons le grand remplacement, mais il y a aussi des Juifs là-dedans. Et donc, si Trump était un agent israélien pour un système mondial, est-ce qu'il mettrait son administration est en train de tout mettre en œuvre des politiques de remigration avec l'ICE jusqu'au document, le National Security Strategy, où est-ce qu'on dit que les alliés européens, à cause de leur politique d'immigration, sont en danger, que l'immigration est la plus grosse menace à la sécurité nationale. J.D. Vance qui dit qu'il ne faut pas avoir honte de dire qu'on est blanc. Elon Musk qui parle de génocide blanc, etc., puis qui parle de la remigration, des crimes des migrants, notamment en Angleterre, etc., que Tucker Carlson invite Nick Fuentes, qui est une espèce on pourrait dire, la linceorale américain, Tucker Carlson qui va à Piers Morgan parler d'immigration, Tucker Carlson qui fait un reportage sur l'immigration de masse en Europe qui est voulu par les élites pour détruire la cohésion ethno-culturelle européenne, qui invite Maxime Bernier, Lee Strauss qui invite, comment elle s'appelle, Eva Vlandenbergen, je ne sais pas trop, qui parle justement c'est le retour en force de Renaud Camus. Tout ça est comme piloté par l'administration Trump. Alors, si Trump était contrôlé par le Mossad, pourquoi est-ce qu'il fermerait les frontières à la mondialisation, à l'intégration commerciale, un marché unique, etc., voulu par probablement des gens en Israël, et même chose avec ceux qui veulent détruire la cohésion des Blancs. Si vous dites que c'est le Mossad qui veut ça, les Juifs, etc., mais pourquoi Trump, qui est contrôlé par le Mossad, combattrait ça? Ça, c'est de la réelle politique. Ça, c'est pas genre, j'ai vu une photo au bureau en Val avec les Lubavitch. Réfléchis avec ta tête. Je ne vais pas dire connard, mais c'est comme réfléchis avec ta tête un peu. C'est juste ça, tu as du pari-match là, à nous proposer. Et, en 1989, George Bush a signé un truc sur le no-achisme aux États-Unis. Oui, Trump, qu'est-ce que Trump fait? Si cette théorie-là, par exemple, de Pierre Hillard, des Juifs qui veulent créer un monde, un système unique, etc., si elle était vraie, pourquoi Trump démolit chacun des aspects de ce truc-là, du mondialisme? Que ce soit de l'intégration commerciale, l'ouverture des frontières, le retour de l'État-nation, on n'est pas dans un système mondial, le grand remplacement des populations blanches, la cohésion ethnoculturelle, etc. Il retourne au 19e siècle. Il efface, et ça, c'est sans compter le retrait de toutes les institutions, de l'OMS, etc. Il contourne l'ONU, il crée le Board of Peace, etc. Pourquoi? Pourquoi il retire, pourquoi il crée les accords d'Abraham pour stabiliser la région et pouvoir retirer les troupes américaines? Si l'objectif, c'est de créer un grand Israël, là, pourquoi il retire les troupes américaines de la région? Tu sais, si vous avez les troupes américaines en 2020, et après ça, les troupes américaines en 2025, googlez ça, vous allez voir que ça dit... Non seulement ils ont enlevé presque 15 000 troupes d'Afghanistan. Ils sont partis. Et là, vous avez dans le milieu, là, le cercle rouge, c'est l'Iran. Il n'y a rien en Iran. Vous voyez, c'est comme l'Iran était encerclé. En vert, vous avez l'encerclement de l'Iran américain avec le carré, c'est les porte-avions dans le Golfe Persique. Ils étaient en Afghanistan, ils étaient partout dans la région. Et partout autour de cette région-là, les Américains ont retiré des troupes, ont retiré la moitié de ce qu'ils avaient. Ils avaient 2 brigades en Irak, ils en ont juste une maintenant. Ils sont passés de 6 000 à 3 000 troupes. Ils ont enlevé 14 000 troupes de l'Afghanistan. Partout, les troupes ont réduit. Ils réduisent graduellement. Ça ne peut pas se faire d'un coup. Tu ne peux pas genre, faire partir des installations. Il faut sortir l'équipement, les avions. Ça prend un certain temps. Là. Mais il y a eu Joe Biden entre les deux. Mais vous avez comme... Si l'objectif, c'est de créer des guerres pour Israël, de déstabilisation, parce que ça a déjà été ça l'objectif, potentiellement, c'était de déstabiliser la région pour Israël, potentiellement pour un truc de Grand Israël. Mais et là, tout le monde de sérieux comprend que le Grand Israël, c'est pas possible avec des accords d'Abraham, la paix dans la région. Les frontières d'Israël sont stabilisées.
Et c'est une bonne chose. Les gens veulent détruire Israël. Non, tu détruis Israël, là, tu crées la Troisième Guerre mondiale. Là, tu essaies de détruire. Là, c'est la doctrine Samson, Troisième Guerre mondiale. C'est des imbéciles qui disent ça. Ça n'arrivera jamais. Et au contraire, ce que tu veux faire, c'est la paix. Et donc, pour faire la paix en Israël, tu dois avoir des amis juifs. Je l'ai tout expliqué, ça. Il faut que tu aies des amis juifs. Il faut que tu les respectes. Tu comprends-tu? Il faut que tu respectes, même si, oui, ce sont des bouchers, blablabla. Pragmatiquement, en termes de politique, il faut que tu respectes la personne. Si tu veux être un intermédiaire entre les Palestiniens et Israël, tu dois être respecté des deux côtés. On s'entend? Et donc, tu dois être l'ami de. Là, il y a des gens qui ont une vue Paris Match qui vont dire il a serré la main de telle personne. Il est un ami de. Oui, il a besoin de ça pour signer la paix. Moi, je veux un monde tel qu'il a été décrit au discours de Riyad, où est-ce qu'on s'entend bien, chacun chez soi, avec une région, le Moyen-Orient stabilisé, etc. C'est pour ça qu'il est ami avec Ben Salman et aussi, malheureusement, le boucher Netanyahou, etc., mais parce que tu veux la paix. On s'entend? Et donc, le Grand Israël n'aura jamais lieu parce que les frontières ont été stabilisées. Les Américains retirent les troupes de la région. Pourquoi les Américains retirent leurs troupes de la région? Imaginez comment les suprémacistes juifs ne sont pas contents que leurs subordonnés américains retirent les troupes de la région. Mais c'est ça l'agenda America First, c'est-à-dire et c'est ce que tout le monde dit, c'est ce que Tucker Carlson et tout ça disent, c'est qu'on n'a pas à avoir des pertes américaines pour Israël. Et donc, comment ça encore une fois, on se dirige non pas vers un monde unipolaire, comme le dit Pierre Hilard, mais il a nuancé un peu, il dit maintenant avec des trucs régionaux. Mais il faudrait qu'il nous explique c'est quoi le plan pour une superstructure, parce qu'il n'y en a pas de plan pour une superstructure. Il n'y a aucune intégration entre les États-Unis, la Chine et la Russie. Il n'y a aucun plan d'intégration pour les États-Unis, la Russie et la Chine, ou quelques mécanismes supranationaux entre les trois. Ça va être des ententes bilatérales. Une entente américaine, Trump-Poutine, Trump-Xi, Poutine-Xi, Trump, etc., etc. Okay? C'est un monde tripolaire. Ce n'est pas un monde unipolaire, c'est un monde tripolaire. Pour ceux qui n'ont pas compris, là, on a fait un dessin. Poutine, moi et Xi dans le sud. Là, c'est comme... C'est pas un monde unipolaire, ça. OK? Aucune intégration, ni monétaire, ni culturelle, ni quoi que ce soit, ni avec... Et donc, c'est une fiction. OK? C'est une fiction, tout ça. Ce qu'on a, c'est une normalisation et une stabilisation des frontières. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. On va peut-être vivre dans un monde au 21e siècle où chacun sera chez soi et tout le monde sera bien. Toutes les communautés s'entendront bien. C'est ce qu'on souhaite. Là, il y en a d'autres qui vont dire, encore des pilules noires, non, tu ne comprends pas, là. À partir du moment où tu as la paix, c'est le début de l'Antéchrist. C'est comme ils ne sont jamais contents. Si c'est la guerre, c'est l'Armageddon. Si c'est la paix, c'est juste avant l'Antéchrist. Il y a comme ça. Ils ne sont pas capables de... Prends ton Valium puis relax, le Bob. Là. Ça serait le fun d'avoir la paix. Point. Tu n'es jamais satisfait, quoi que... La prochaine éruption solaire, tout va aller mal. C'est comme ils ne voient que certains penseurs chrétiens sont juste des hosties catastrophistes. C'est pas juste ça, c'est que donc c'est tant au niveau des politiques nationalistes qui sonnent la fin du mondialisme, comme tout le monde le sait, comme il a été dit à Davos, que des politiques aussi de remplacement de la population européenne, le renforcement de la cohésion ethno-culturelle, etc., qui est si Trump était je le répète une dernière fois, si Trump était un agent et faisait le jeu d'Israël, pourquoi il fait le contraire de ce que vous affirmez que les Juifs veulent? Si Trump, répète, si Trump est je l'ai fait en langage des signes, si Trump est un agent du Mossad, pourquoi il fait le contraire dans les politiques réelles, là, sur Terre, avec des frontières, puis des personnes, pourquoi il fait le contraire de ce que les suprémacistes juifs voudraient qu'il fasse? Pourquoi il fait le contraire? Vous n'êtes évidemment pas capable de l'expliquer, puis la seule chose que vous avez, c'est qu'il a rencontré Lubavitch, puis des histoires à la Paris Match de gens, c'est un ami de Jared Kushner. Il est contrôlé par Jared Kushner. Tu sais, c'est comme j'en sens jamais aucune preuve de quoi que ce soit. Juste une espèce de conspirationnisme malsain, genre, alors que ça se pourrait, tu pourrais avoir un doute, mais genre, c'est juste que la réalité contredit complètement tout ça, tu comprends-tu? Je me fâche parce que ça fait 8 ans que je suis là-dessus. Là.
Ça fait 8 ans que je suis là-dessus et on ne nous expliquera jamais pourquoi la totalité des médias contrôlés par les Juifs, encore une fois, là, si vous voulez compter les Juifs, moi, je ne fais pas ça. Parce que je pense qu'il y a comme, tu sais, je ne fais pas ça. Parce que, par exemple, des personnes comme, tu sais, comme Stephen Miller à la Maison-Blanche, là, son assistant, comment c'est quoi le nom, là? Stephen Miller, c'est son... c'est comme Reince Priebus, là. Je ne me rappelle plus. En tout cas, son numéro 2, là, son secrétaire numéro 2, Stephen Miller, c'est un juif. Il est totalement anti-immigration, etc. Tu prends Andrew Breitbart, puis il y en a plein, on pourrait nommer plein de personnes qui sont justement pas dans l'espèce de... Mais on suppose que, étant donné qu'il y a une petite étoile, on met une petite étoile à côté d'eux, puis ça doit être comme genre un... C'est du pari-match, là. C'est comme, c'est de l'analyse people. Dans la réalité, Trump est en train de détruire complètement le mondialisme, remettre la frontière, stabiliser les cohésions ethno-culturelles. Il n'y aura pas de Grand Israël, de Troisième Guerre mondiale. Il n'y aura pas de monnaie unique. Il n'y aura pas de religion unique. C'est un retour du christianisme. Donc, sur tous les marqueurs de politique réelle, pas de « il est ami » avec une telle personne, sur tous les marqueurs de politique réelle, on est en train de sortir complètement du mondialiste. Okay? Et on nous expliquera, si vous voulez compter les Juifs, ce que je ne fais pas à Radio-Québec, si vous voulez compter les Juifs, on leur reparlera éventuellement, notamment de l'opposition à Sarah Knafo, qui ne repose sur rien de solide. Okay? Encore une fois, là, en France, vous allez perdre, j'ai regardé et la vidéo de Juste Milieu et le truc de, comment ça s'appelle, Faits et Documents, il n'y a rien. C'est comme genre, Attali lui a donné un conseil il y a 10 ans, puis c'est comme genre, oui, Henri Guénaud aussi, c'est un gaulliste, etc. C'est comme, il y a dans le web francophone des gens qui sortent sionistes exactement comme on sortait antisémite il y a 10 ans. Le sketch de Dieudonné, là, antisémite, antisémite, c'est n'importe quoi. Tu dis genre, ouais, mais tu sais, je ne veux pas imiter Dieudo, là, mais c'est comme, ouais, mais antisémite, antisémite. Mais là, c'est la même chose. Tu ne peux pas lever un petit doigt. C'est sioniste, sioniste, sioniste. Puis il y a beaucoup de personnes qui, même Andrew Tate, là, récemment, mentionné ça. Andrew Tate disait, après l'espèce de truc qui s'est passé avec Nick Fuentes dans la discothèque, je ne sais pas si vous êtes au courant de tout ça, ils ont fait jouer la chanson de Kanye West, Heil Hitler, ça a fait un gigantesque buzz mondial. Et là, il a été s'expliquer à des podcasts, puis il dit, genre, maintenant, dans notre gang, la gang des Red Pill, comme on dit, là, des pilules rouges, dès que tu fais que tu as une petite phrase de travers, c'est tout sioniste, sioniste, tu peux rien. Il est compromis, il est comme je sais, je pense exactement comme lui, c'est-à-dire que c'est fou, l'espèce de réflexe, là, comme genre... sioniste, exactement comme il y a 10 ans, antisémite, antisémite. C'est exactement la même chose. Et c'est souvent il n'y a pas d'analyse de fond par exemple, sur Sarah Knafo, j'ai regardé plusieurs trucs, j'ai rien trouvé de croustillant sur elle. Elle est juste très, 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 très bonne, c'est tout. OK? Mais on reviendra peut-être là-dessus. Mais si vous voulez, comme je dis, parenthèse, trêve de parenthèse, là, si vous voulez compter les Juifs, j'aimerais qu'on nous explique pourquoi la totalité des médias contrôlés par les Juifs aux États-Unis ont attaqué Donald Trump de la façon la plus pernicieuse et malhonnête qu'on puisse imaginer. Je l'ai déjà dit, genre Hitler, durant la Deuxième Guerre mondiale, a eu une meilleure presse que Donald Trump depuis son arrivée. Mettez ça dans votre pipe, là, par exemple, de 33 à... On fera une revue de presse éventuellement, de 33 à 45, là. Si vous regardez la presse, on pourrait argumenter que Hitler a eu une meilleure presse, moins d'attaques que Donald Trump 2016-2026. OK? Et on nous expliquera donc ceux qui disent que Trump est un agent du Mossad, que Trump est contrôlé parce que Epstein, il est contrôlé par Epstein, il a violé des petites filles, Netanyahou le fait chanter, etc. Pourquoi la totalité des médias lui sont tombés dessus ont participé à un coup d'État contre Trump, etc., etc. Et aussi, comment se fait-il que le mouvement MAGA est en train surtout depuis ce qui s'est passé à Gaza, qui est horrible, pourquoi le mouvement MAGA s'est complètement découplé d'Israël? C'est le mouvement de Trump et comment les figures proéminentes, j'en ai déjà parlé du mouvement MAGA, que ce soit de Candace Owen, mais elle n'est plus vraiment MAGA, là, mais elle l'a été, donc, mais c'est une voix de la droite. Disons, de Candace Owen à Tucker Carlson qui frappe sur Israël comme c'est pas possible, qui frappe sur des personnes comme Mark Levin, Ben Shapiro, etc. Il y a une réelle guerre interne à l'intérieur du Parti républicain. Steve Bannon qui envoie chier Netanyahou, qui dit que c'est un État raciste qui est un allié de Trump, évidemment.
je ne vais pas refaire tout ça, jusqu'à Charlie Kirk, jusqu'à Marjorie Taylor Greene, jusqu'à Matt Gaetz, c'est ça comme je dis, là, Nick Fuentes qui est invité par Tucker Carlson, on lui donne une tribune pour frapper sur Israël, etc. Et donc, partout aux États-Unis, si vous êtes en Europe et vous n'écoutez pas les podcasts et vous ne suivez pas les nouvelles, vous ne connaissez pas les personnalités, vous ne connaissez pas les rumeurs, les attaques et les répliques, etc., à l'intérieur du mouvement MAGA, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Mais ce que tout le monde sait aux États-Unis, c'est qu'il y a un découplement massif du mouvement MAGA de l'influence israélienne, de l'influence, on appelle ça la gang Israel First. Il y a le côté America First, hein, l'Amérique en premier, puis il y a le côté Israel First, avec les Ted Cruz, etc. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Et donc, ce qui a fait en sorte que Trump a dit qu'Israël était en train de perdre la guerre de l'opinion publique et le soutien du Congrès, parce que c'est ça. Donc, Trump affirme qu'Israël a perdu son contrôle total sur le Congrès américain. Il l'a répété à l'IPAC. J'ai expliqué à plusieurs reprises de quelle façon ça sert l'agenda Trump, parce que l'agenda Trump, c'est un agenda de America First. Pour avoir America, j'ai tout expliqué ça 1000 fois, là, mais America First, c'est évidemment que c'est pas Israel First, c'est America First, et ça, c'est le truc de Trump. Donc, quand Trump est arrivé en 2016 avec America First, il y a beaucoup de personnes en Israël qui n'étaient pas contents parce qu'on veut les troupes, parce qu'on a un agenda, on a besoin des Américains, on veut leur puissance, etc. Mais là, il y a ce découplement, je l'ai expliqué à plusieurs reprises, de sorte que les influenceurs MAGA, eux autres, on le vend dans les voiles, alors que les influenceurs Israel First, Mark Levin et Ben Shapiro sont en train de disparaître de la scène audiovisuelle aux États-Unis. Leurs codes d'écoute sont en chute libre. Ben Shapiro, c'est Israel First. Là. Même chose avec Mark Levin. Il veut toujours qu'on attaque l'Iran, etc., etc. Et là, c'est ça. Vous voyez, donc, Report Daily Wire, laying off employees after Jeremy Burring steps down. Ils perdent, le PDG a démissionné, ils perdent de l'audimat, etc. La gang de Israel First est en train de disparaître et ce qu'on a, c'est... Voilà. Et ça c'est encore une fois, Tucker Carlson, après tout ce qu'il a dit, a été invité il y a à peu près 3 semaines à la Maison-Blanche. Okay? Donc, really, là, Trump est contrôlé par le Mossad. Ça, on revient aux vidéos. On revient à ce que j'expliquais en début de Web Journal. Si Trump a participé, des vidéos existent et Israël le tient par les couilles. Et si Israël le tenait par les couilles, eh bien, il n'aurait pas retiré des troupes de la région. Il ne serait jamais sorti de l'Afghanistan à côté de l'Iran. On a tout expliqué ça 1000 fois. Il n'aurait jamais, si l'objectif c'était de créer un nouvel ordre mondial, un monde unifié, là, comme la prémisse de Pierre Hillard, là, si c'était ça l'objectif, on ne ramènerait pas de la frontière, on ne rechristianiserait pas les États-Unis. On n'essaierait pas de préserver la cohésion ethno-culturelle de l'Occident. On irait plutôt avec la politique de destruction de la race blanche, comme on dit, là, ou whatever. Pensez réellement, là, pensez en termes de réelle politique et pas en termes de potin, pas en termes d'image tape à l'œil de hey, il a signé, il a serré la main des loups, il est ami avec. OK? Voilà. Donc, j'étais un peu coup de gueule aujourd'hui. Ce qui est beaucoup plus probable, et ça a été la thèse de Radio-Québec, c'est que le America First de Trump a tellement déplu le retour de tout ce qu'on a décrit, là, le retour de la cohésion ethno-culturelle des Européens, le retour du christianisme, le retour des frontières, etc., etc. Tout ça déplaît tellement aux mondialistes, et il y a une partie de l'élite juive, déplaît tellement aux mondialistes qu'ils ont tout mis en œuvre pour se débarrasser de lui, notamment dans une opération d'envergure par l'État profond pour le faire mal, pour le destituer avec le Russiagate et aussi avec des allégations d'agression sexuelle, etc. Qu'est-ce qui est plus probant comme analyse, là? C'est qu'Israël le contrôle et que tout ça, c'est du pipeau et qu'il s'est pris les médias dans la gueule et puis une tentative de destitution et de salissage de sa personnalité sans précédent par les médias et tout ça, parce qu'il est contrôlé par eux, ou ce qu'il fait est tellement à l'encontre d'un monde unifié, d'un nouvel ordre mondial, etc., est tellement à l'encontre de tout ça qu'il s'en prend plein la gueule. Je pense que c'est ça les deux thèses, là. Il est contrôlé par eux, même s'il se prend tout ça dans la gueule, il fait leur politique,
où il n'est pas contrôlé par eux, il défait leur politique et c'est pour ça qu'il se prend tout ça dans la gueule. Pensez-y, là, pensez-y, OK? Pensez-y. On va juste terminer, on va donner un autre exemple ici. Là, j'ai vu comme une autre hostie de tarte sur GPTV. Il y en a plusieurs sur GPTV, là, des tartes, qui disaient, c'était à peu près il y a un mois, il disait genre, je suis un spécialiste des Rockefeller et des Rothschild et je veux signifier, Trump est contrôlé par les Rothschild, quelque chose comme ça. Il dit, Nathan Rothschild a félicité Donald Trump pour son intervention au Venezuela. Et là, il y a Pierre Hilliard aussi qui parlait de ça. Et c'était comme si Trump faisait le travail des Rothschild. OK? Encore une fois, OK. Encore une fois, il y a un tweet, et puis là, ils vont faire, c'est comme la photo avec les Lubavitch, ils vont faire de l'analyse People, de l'analyse Parimatch. Trump n'a rien changé de la structure bancaire ou de la structure de la dette. Il n'a rien touché au système bancaire au Venezuela. Il n'a même pas touché au gouvernement. Le gouvernement est en place. C'est même pas un changement de régime. C'est même pas un changement de régime. C'est le même gouvernement qui est en place. Il n'aura pas imposé des. Il n'a pas fait comme, par exemple, Hillary Clinton avec Kadhafi. Ils sont arrivés, ils ont détruit la Libye, ils ont tué Kadhafi. Puis là, après ça, le nouveau gouvernement transitoire a comme pris un prêt du FMI, et puis pour le rentrer la Libye dans le système de la dette, etc. Trump n'a rien fait de ça. Ce sont les Vénézuéliens qui l'ont fait eux-mêmes. C'est-à-dire, en 2024, c'est Maduro lui-même qui est allé parler aux Rothschild. Venezuela engage la firme Rothschild, la banque Rothschild, comme conseiller pour gérer sa dette en défaut de paiement. Oui, comment dire, le révolutionnaire Maduro, là, un des seuls qui résistait aux Rothschild, mais c'est lui qui engage les Rothschild. C'était avant Trump, c'était sous Biden. Le Venezuela se dirige-t-il vers une restructuration de sa dette? Le Venezuela engage Rothschild pour examiner ses actifs et passifs au cœur d'importants litiges dans le cadre de négociations de politique en cours, etc. Ça, c'est en 2024. Ça n'a rien à voir avec Trump. Le Venezuela transige avec les Rothschild tout seul, comme des grands garçons, malgré le fait qu'on dise que ce sont des révolutionnaires et qu'ils étaient les derniers. Et donc, ces gens qui font des affirmations-là comment je pourrais dire, ne regardent pas les faits. Au contraire, ce que Trump a fait, regardez notamment ce que Trump a fait avec la destruction du wokisme. Le wokisme qui est un autre aspect qu'on pourrait lier à la baphométisation de la destruction du genre. Hein, les trans dans les sports, là, le wokisme, là, OK? Beaucoup de personnes disent que c'est encore une fois poussé par Israël, par les Juifs, etc. Et c'est poussé en fait par les Rothschild. Ouais. Vous avez ici Lynn Forrester de Rothschild, c'est elle qui est à la manœuvre. C'est elle qui a initié ce qu'on appelle le capitalisme inclusif, inclusive capitalism. OK? Et le capitalisme inclusif, c'est ça ici. C'est toutes les marques qui sont LGBTQ. C'est le fait que la Pride Month, ça dure plus seulement un jour, c'est un mois, puis après ça, c'est Pride Season, c'est tout l'été, etc. Donc, ça, toutes les compagnies comme ça, là, qui sont comme LGBTQ, woke, etc., ça vient des Rothschild. Qu'est-ce que Trump a fait? Encore une fois, c'est un autre des aspects. Trump a détruit complètement le wokisme. Qu'est-ce qui reste du wokisme aux États-Unis? Avez-vous vu les annonces de Bud Light récemment pour le Super Bowl? C'est tous des gros gars qui mangent de la pizza et qui boivent de la bière. Bud Light est retourné à ça parce qu'ils se sont fait frapper dans le visage, ils se sont fait détruire avec cette affaire de wokisme, cette espèce de trans qui buvait de la Bud Light, etc. Et aux États-Unis, le wokisme est décédé. Qui a tué le wokisme? C'est Trump. Alors, est-ce que Trump est réellement à la charge d'Israël? Pensez-y sérieusement, là. En termes de politique réelle, pas en termes de fucking genre Nathan Rothschild a dit bravo Donald Trump, well done Donald Trump pour le Venezuela libré. Ça, c'est comme un tweet, mais regarde l'ensemble des. C'est comme who knows? C'est peut-être aussi juste comme pour mal le faire paraître. Et là, tu as des spécialistes qui vont à GPTV puis qui vont dire Trump est compromis par les Rothschild, blablabla. Il est allé, c'était le dernier pays qui résistait, etc. Non, c'est le Venezuela lui-même qui fait affaire avec les Rothschild, etc. Donc, alors, laissons ça ici, ça fait déjà 1h30, là, je commence à déblatérer. J'en ai tellement sur le cœur.
j'en ai tellement sur le cœur avec ces âneries d'analyse, là. C'est toujours, toujours de l'analyse people sans analyse de. Tu sais, on va nous dire que les Rothschild contrôlent Trump, mais tu regardes la réalité, c'est qu'Israël contrôle. Il n'y a rien qui supporte ça. Outre le fait que Trump n'est pas un ennemi des Juifs. Trump n'est pas un ennemi. Il va serrer la main, il va avoir des Juifs dans son administration. Il va regarder les personnes il va juger une personne sur ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, pas sur son identité. Ça, c'est le pragmatisme. Je l'avais déjà expliqué. Et c'est quand les journalistes lui ont posé des questions, notamment le fait qu'il était raciste avec les Noirs, il a répondu avant de quitter sèchement, il a dit « Je suis la personne la moins raciste qui existe ». C'est-à-dire que parce que Trump ne juge pas une personne sur ce qu'elle est, là, son identité, il juge sur ce qu'elle dit et ce qu'elle fait en face de lui. OK? C'est pour ça qu'il y a des Juifs dans son administration. OK? Faites de l'analyse de fond, pas de l'analyse people, pas de l'analyse Paris-Match, OK? Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On remercie ceux qui ont fait une contribution. J'ai eu seulement 24 heures pour faire ce web journal-là. Là. C'était plus une montée de lait que d'autres choses. On sollicite votre appui, en particulier parce que Radio-Canada a invité Rudy Reichstadt, l'évolution de la complosphère selon Conspiracy Watch. Et là, il parle de moi. Ils reviennent après des années, ils retournent sur Alexis Cossette-Trudel. Et là, ils nous tapent dessus dans ce truc de Radio-Canada-là. Et donc, on va utiliser cette occasion, on va prendre l'occasion de cette nouvelle attaque des médias mainstream sur Radio-Québec pour solliciter votre appui. Étant donné qu'on est comme attaqué, ce serait comme super cool que le pied de nez, ce soit que... Et on va faire ça à chaque fois maintenant. À chaque fois qu'ils vont sortir quelque chose sur nous, on va utiliser leurs documentaires ou leurs attaques sur Radio-Québec pour solliciter des appuis, partager davantage nos vidéos, nos tweets, etc. Et aussi, aidez-nous, si possible, financièrement. C'est comme ça qu'on les entreprises de médias ou les podcasteurs qui n'ont pas d'appui disparaissent les uns après les autres. Vous le savez, c'est parce que on s'en prend plein la gueule, c'est dur à la journée longue, c'est pas... Et on se prend aussi les médias dans la gueule, les insultes et tout ça, on produit du contenu, c'est pas un travail de tout repos. On essaie d'avoir une plus-value exceptionnelle à Radio-Québec. On ne fait pas juste raconter les nouvelles de la journée. Là, on essaie toujours d'avoir un angle d'analyse qui n'existe nulle part ailleurs. C'est l'info comme nulle part ailleurs. L'info qui clarifie tout. Il y a toujours un moment, je ne sais pas pourquoi les gens disent, on attend ton analyse des fois sur certains trucs, parce qu'il y a comme, ça devient tellement clair après qu'on l'a expliqué d'une certaine façon. Et ça ne peut pas juste être... on ne peut pas juste... je ne sais pas comment je suis fatigué, là, mais c'est toujours ça à la fin du web journal. La tendance, c'est toujours c'est anonyme, l'Internet. Fait que tu prends comme le contenu. Mais si vous pensez qu'il y a de la plus-value, appuyez-nous. Hein, c'est un travail de fond. Appuyez-nous si vous pensez qu'il y a de la plus-value dans nos informations. On a fait un web journal vendredi dernier, il y a 2 jours, on a fait un web journal sur la situation au Minnesota avec la mort d'Alex Prété, etc. Il est passé pratiquement sous silence. Il y a eu à peine... je pense qu'on était à moins de 50 000 vues sur X. C'est rare qu'on est aussi bas. Et donc, c'est ça. Continuez à nous attaquer. Nous autres, on va continuer à solliciter du financement de la part de nos auditeurs. Puis on espère que plus il y aura d'attaques, plus on aura de financement. Voilà. Donc, vous savez comment le faire. Il y a par la poste, par Interac, il y a... différentes façons. PayPal, il y a aussi Bitcoin et il y a par carte. On laisse les façons de nous aider. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. J'aimerais ça laisser comme dernier signifiant du web journal le fait que quand on fait de l'analyse, essayons d'avoir une analyse rivetée, boulonnée, rivetée sur le réel, pas sur des concepts qui tournent à vide. Je vais continuer. C'est un autre élément dont je voulais parler. Il y a beaucoup d'analyses dans ce qu'on pourrait appeler la complosphère ou la gang des pilules rouges, où est-ce qu'on ça tourne en rond. Ça tourne en rond. On dit, genre, par exemple, les deux côtés, c'est la même chose. Ou, finalement, ça
Ou à chaque fois, on nous propose des images de Andrew, quand c'est Albert Pike qui dit, genre, chaque fois que les gens auront besoin d'un leader, nous leur proposerons un leader que nous contrôlerons. Et donc, pensez sérieusement à ça. Ce que ça fait, par exemple, quand tu dis ça, qu'il n'y a pas de sauveur ou que, juste le thème, il n'y a pas de sauveur ou chaque fois que les gens auront besoin d'un leader, nous leur fournirons le leader que nous contrôlerons, etc. Ça veut dire que pour le restant de l'humanité, réfléchissez, pour le restant de l'humanité, chaque fois qu'il va y avoir un mouvement organisé pour comme sortir de quelque chose, dès que quelqu'un va avoir un peu de succès, tout de suite, ça va être comme, on va dire qu'il est compromis. Dès que quelqu'un a un petit peu de succès, et donc on est condamné à ne jamais rien réaliser, à toujours rester comme une espèce de masse informe. Chaque fois qu'il va y avoir de la structure, puis qu'on va aboutir à une prise de contrôle ou du pouvoir ou pour changer les choses, il y a des gens dans notre truc qui vont sortir des mimes, là, puis des images de genre, chaque fois que les gens auront besoin d'un leader, nous leur proposerons. Et donc, ça va faire en sorte que ça va toujours s'effondrer. C'est comme les zombies là, dans World War Z. Tu essaies de monter, puis le panier de crabe, on te tire vers le bas. C'est ça. Quand on dit c'est toute la même chose, ben oui, c'est comme ceux qui veulent, par exemple, qu'on ait de l'immigration massive, on ouvre les frontières, et ceux qui règlent ça, puis qui veulent régler le problème, garder une cohésion ethno-culturelle, c'est la même chose. Ce sont les deux ailes d'un même. Il y a tellement de réflexions philosophiques boboches, stupides dans la complosphère qui mènent nulle part, qui empêchent les gens d'avoir du discernement. Un discernement qui nous permet de clarifier les enjeux et de sortir des problèmes qu'on a. Regardez la quantité de ces... regardez la quantité de ces espèces de tropes qu'on retrouve. Je suis fatigué, là, mais de ces espèces... Je suis tellement exaspéré. Je suis peut-être exaspéré de l'Internet, finalement. Je vais peut-être prendre des vacances. C'est ça, c'est les black pills, ça revient à ça. Ça ne sert à rien. La gauche et la droite, c'est la même chose. Ne nous opposons pas. Les deux ailes d'un même truc, là, c'est une trope. Disons, il y en a trois. On va finir avec ça, il sera long, genre. Il y a le fait de chaque fois qu'il y a un leader, chaque fois qu'il y a un leader, le leader est compromis. Chaque fois qu'il y aura un leader, les gens auront besoin d'un leader, nous leur proposerons un leader. Ou on entend souvent, genre, il ou elle a trop de succès dans les médias. S'il y a du succès, s'il passe sur les médias, il est nécessairement compromis. On disait ça avec Trump. Hein? Trump, on n'arrive pas au sommet sans être compromis. C'est des trucs Et donc, on n'arrivera jamais nulle part parce que dès que quelqu'un va réussir, on va tout de suite dire qu'il est compromis. On n'arrivera jamais à faire. Donc, le truc du leader, ça, c'est le leader compromis, ça, c'est une des tropes. L'autre trope, c'est les deux ailes d'un même système. Là. Ça a été vrai pendant un bout, mais tu ne peux pas dire que ça ne s'applique pas à toutes les situations. Ceux qui veulent l'immigration et ceux qui veulent régler l'immigration, c'est la même chose. Ils sont tous contrôlés. C'est l'absence complète de discernement. Puis il y en avait le troisième, là, je l'ai oublié le troisième. Il y en avait un troisième. Là. En tout cas, on en reparlera peut-être dans le prochain Web Journal. On est déjà rendu à 1h40. Là. Merci beaucoup. Allez, tout le monde, bonne semaine. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Ciao. Est-ce que je m'en rappelle du troisième? Le leader, les deux trucs.